Bonjour Laurent Pagny-Fousse. Bonjour. Le budget effectivement fait son retour en débat à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Le texte a été rejeté en commission la semaine dernière. Ce qui était impossible avant Noël, l'est-il toujours? Est-ce que vous êtes optimiste? Je sais que vous avez rencontré différents groupes parlementaires hier. Oui. Quel est l'état d'esprit? L'état d'esprit est assez constructif. Alors oui, la commission s'est déroulée avec un résultat négatif, c'était assez prévisible. Mais hier, autour de la table, il y avait, comme l'année dernière avec Amélie de Montchalin, nous avons reçu les représentants des groupes, de ces 6 groupes qui souhaitent essayer de trouver un budget avec une ambition claire, réduire le déficit de manière raisonnable mais réelle, et avec une répartition de cet effort entre la hausse des recettes et la baisse des dépenses selon la volonté des uns et des autres, mais un travail de compromis qui se fait, qui avance, une volonté commune que nous ayons un budget à la fin de ce mois. Sur le fond, on parle désormais d'une surtaxe sur les bénéfices des grandes entreprises, au moins 6 milliards, d'une augmentation de la prime d'activité, c'est ce que veut notamment le Parti socialiste, et de la réindexation du barème de l'impôt sur le revenu pour la première tranche seulement. Est-ce qu'il se trouve dans ces points-là le compromis? Alors, effectivement, ce sont des points qui font l'objet de longs débats que nous avons pu avoir à Bercy lundi dernier et hier. Il faudra trouver ce point de chute assez rapidement, ce point d'atterrissage pour un texte global qui comportera ces mesures, ou en tout cas des réglages encore peut-être à faire pour certaines, et qui sera ce texte de compromis qui sera satisfaisant pour personne, disons-le tout de suite, mais qui permettra aux députés de ces 6 groupes qui font une majorité à l'Assemblée nationale de faire en sorte que, malgré les compromis qu'ils ont pu faire et que je veux saluer, qu'ils feront demain, je l'espère, notre pays sera doté d'un budget, c'est notre objectif. Donc, à vous entendre, vous pensez qu'il y a quand même une voie de passage vers un pacte, ce qu'on appelle de non-censure avec les socialistes. On sait que les socialistes, ils ne voteront pas le budget. Est-ce que ce pacte de non-censure, avec les éléments dont on vient de parler, est possible? Moi, je crois, au regard des travaux que j'ai pu mener aux côtés d'Amélie de Montchalin, je crois que c'est possible. Aujourd'hui, vous savez, nous avons un premier objectif, c'est construire un texte. Un texte qui soit acceptable pour une majorité. Et ensuite, nous verrons bien dans un second temps quelle est la manière de l'adopter. Mais on a un objectif commun également, je vous l'ai dit, c'est les 5%, c'est important, c'est-à-dire de commencer à réduire notre déficit qui est très important. Et collectivement, nous souhaitons avoir un budget avant la fin du mois. Donc, on a compris un texte de compromis. Sur la méthode, est-ce qu'on n'échappera pas au 49.3 ? Est-ce qu'il va le faire, Sébastien Lecornu ? Et quand ? Écoutez, à ce stade, je ne peux pas vous dire quelle sera la méthode définitive pour faire en sorte que le budget soit adopté. Mais oui, le gouvernement prendra ses responsabilités pour que ce budget soit adopté à partir du moment où les députés eux-mêmes, mais ils le font ce travail de compromis pour construire un texte acceptable. Et encore une fois, ce texte acceptable qui sera construit, je l'espère, dans les heures, dans les jours qui viennent, et pourra être ou soumis au vote, ou effectivement soumis à un accord de non-censure, ou toute autre méthode. Il n'y a que 3 méthodes pour adopter le budget. Le vote, le 49.3 ou les ordonnances. Ça sera forcément une de ces 3 hypothèses, mais au préalable, quelle que soit la méthode choisie à la fin, il va falloir avoir un budget pour soumettre ce budget à cette méthode. Donc d'abord le budget, et après la méthode. Quel calendrier? Est-ce qu'on peut se dire ce matin, écoutez, d'ici la fin janvier, quelle que soit la méthode, la France aura un budget? Oui, c'est ça, c'est l'idée. Se mettre d'accord pour que nous ayons un budget, quelle que soit la méthode, à la fin du mois de juin, nous en avons besoin. Chacun sait aujourd'hui, beaucoup en entendent parler, que la loi spéciale, ça n'est pas une loi qui a vocation à durer. Il y aurait des conséquences assez lourdes pour notre économie, pour nos collectivités, pour beaucoup de Françaises et de Français. Donc le plus vite possible, il faut que nous dotions notre pays d'un budget. Vous avez évoqué le recours éventuel aux ordonnances, qui reste une voie possible. C'est vraiment sur la table ou c'est quand même une méthode qui pourrait être d'ores et déjà exclue? Écoutez, toutes les méthodes restent sur la table. Le choix de la méthode relèvera du Premier ministre, donc je ne prendrai pas cette décision à la place. En tout cas, le travail qu'il nous a demandé, lui, à Amélie de Montchalin, à moi et à d'autres ministres de ce gouvernement, c'est de faire en sorte que le texte soit compris
construit, et que ce texte soit acceptable pour une majorité de députés. Ensuite, c'est à lui, Premier ministre, de faire ce choix. Vous avez compris la sortie d'Éric Lombard, l'ancien ministre de l'économie, qui dit que la méthode Lecornu ne marche pas. Écoutez, je suis assez surpris par cette sortie. Le budget de la sécurité sociale a été voté, malgré le contexte extrêmement compliqué qu'on connaît à l'Assemblée nationale. C'est quand même quelque chose d'assez positif et je crois qu'il en serait d'accord. Nous verrons bien dans 15 jours, à la fin du mois, si le budget pour la France a été adopté, de quelle manière, et si le gouvernement de la France est toujours là. C'est à la fin du marché qu'on compte, vous savez quoi. Qu'on compte les bouses, ouais. C'est ça. Le Premier ministre qui a évoqué aussi, agité, brandi la menace d'une dissolution. Pourquoi il a fait ça? C'est pas un peu contre-productif? Vous me parlez d'un état d'esprit qui est plutôt positif. Pourquoi agiter un bâton? Écoutez, je pense en réaction d'abord aux motions de censure qui ont été déposées, les motions de posture, je dirais, par les groupes RN et LFI sur le Mercosur, parce que le gouvernement qui a dit non au Mercosur l'aurait dit de manière trop faible ou pas assez claire. Nous aurions dit oui au Mercosur, il y aurait une motion de censure. Nous nous serions abstenus, il y aurait une motion de censure. Nous avons dit non, il y a une motion de censure. J'appelle ça une motion de posture. Voilà. Vous redoutez ces deux motions de censure déposées par le RN et par LFI qui vont être étudiées, débattues demain? Parfaitement. Elles n'ont pas de sens. Elles sont parfaitement cyniques. Et de plus, elles nous font perdre du temps sur le sujet qui, lui, est majeur. Ce qui était important, c'est que la France dit non. La France a dit non. Vouloir censurer et perdre du temps dans cette phase budgétaire pour un pays qui est majeur, je trouve ça, encore une fois, c'est de la posture qui est regrettable et c'est du cynisme. Vous dites la France a dit non et pourtant les agriculteurs sont toujours dans les rues. Il y a à peu près 150 tracteurs qui seraient entrés dans Paris, qui sont entrés dans Paris ce matin. Vous êtes aussi député de l'Ariège. Oui. Comment on sort de cette crise qui est une crise existentielle aussi? Il y a le Mercosur, mais il n'y a pas que ça. Oui, la crise est bien plus profonde et large que le Mercosur ou même que la DNC dont on a pu parler à d'autres reprises. La dermatose nodulaire. C'est une profession qui traverse des crises multiples, à la fois sanitaires, à la fois économiques, à la fois climatiques, et qui a besoin d'être accompagnée de manière globale. Ce dont cette profession a besoin, ce sont des actes et pas des déclarations. Il y a trop de déclarations. Il y a eu par le passé beaucoup trop de déclarations, et maintenant, ce qui est bien, c'est qu'on déclare ce qu'on fait et pas ce qu'on va faire. Et je crois que c'est ce que fait le gouvernement en annonçant, par exemple, des interdictions d'importation. C'est concret, c'est-à-dire que tel ou tel produit ne pourra plus être importé. Pourquoi? Parce qu'il utilise des produits interdits chez nous. Jusqu'à maintenant, ça n'était pas très clair. Ce qui est important, c'est que les choses soient claires. Si c'est utilisé avec des produits interdits chez nous, ils ne rentreront pas chez nous. Et ce qui est important, c'est de le vérifier pour le croire, et donc qu'il y ait des contrôles. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu de la démagogie de la part d'Emmanuel Macron, et pas que lui, de toute la classe politique, sur le fait qu'il y a aussi beaucoup de gagnants du Mercosur parmi les Français? C'est vrai, la filière de fromage, du lait. Oui. Il y avait des gagnants dans le Mercosur et il y avait des perdants. Et par solidarité, les uns envers les autres, nous avons dit globalement non à ce projet de Mercosur. Un tout dernier mot sur le procès en appel de Marine Le Pen qui s'ouvre aujourd'hui. Elle joue gros, c'est sa candidature à la présidentielle. Est-ce que il n'y a pas une forme d'injustice à ce qu'elle pourrait être empêchée de se présenter à cause d'une inéligibilité à exécution provisoire alors qu'elle n'a pas épuisé toutes les voies de recours? Non, écoutez, il y aurait une injustice vis-à-vis des Françaises et des Français si elles n'avaient pas le même droit que les autres. Donc Mme Le Pen a droit à la présomption d'innocence comme les autres, mais le droit est appliqué et les juges appliquent le droit à Mme Le Pen. Le droit est fait par les parlementaires, les juges l'appliquent. Si nous voulions que le droit soit modifié, il faudrait que le Parlement change ce droit. Les juges ne font qu'appliquer le droit voté par les députés. Donc malgré les sondages, malgré tout ça, vous trouveriez ça légitime finalement qu'elle ne soit pas candidate si elle était condamnée? Écoutez, si le juge en décide ainsi, je ne discuterai pas une décision de justice, elle serait la même quelle que soit la personne dans notre pays. Merci beaucoup Laurent Pagny-Fous, bonne journée à vous.